Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre que nous allons partager ensemble. Le thème choisi, vous l'avez vu, être soi face au monde. Vaste sujet, vaste question que nous allons aborder ensemble. Comment par exemple nous libérer de nos fabrications mentales? Il y a un philosophe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alexandre Jolien, qui parle lui de mental FM. Mental FM qui est dans notre tête. Comment éteindre mental FM? C'est l'une des questions que nous aborderons ensemble tout à l'heure. Autre question, comment être authentique? Comment agir de façon juste? Quel chemin pour atteindre cette fameuse sagesse dont vous entendez parler régulièrement en ces temps de crise sanitaire bien sûr, mais d'autres crises mondiales traversent notre époque, et puis il y a nos crises personnelles, nos crises intimes, tout ça est entremêlé. Nous allons essayer de démêler tout cela ensemble avec deux invités. Avec nous, Ilios Kotsou. Bonjour Ilios. Bonjour. Vous êtes docteur et chercheur en psychologie, auteur de plusieurs livres. On parle d'un en particulier qui vient de sortir avec Mathieu Ricard. Ça s'appelle Les folles histoires du sage Nasreddin. On parlera de Nasreddin un peu ensemble tout à l'heure, puisque c'est quelqu'un qui peut nous aider à aller justement sur le chemin de la sagesse. Et puis également avec nous Thierry Janssen. Bonjour, merci de nous avoir rejoints également. Vous êtes un chirurgien devenu psychothérapeute, fondateur de l'école de la présence thérapeutique, et votre dernier livre, le voici. Ça s'appelle La posture juste, avec un sous-titre Comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. On aura bien sûr l'occasion d'entrer dans cet ouvrage tout à l'heure. Mais d'abord, et on va commencer avec vous, Thierry Janssen, et avec une scène en particulier. Vous êtes chez vous, à votre bureau, en train de travailler, vous avez besoin de vous concentrer. Et puis il se fait qu'il y a, ça vous est sans doute déjà arrivé, des travaux dans la rue. Oui. Travail intellectuel à fournir. Vous parvenez à rester calme. J'ai deux questions à vous poser. Un, comment faites-vous pour rester calme? Et puis deux, que se passe-t-il ensuite, Thierry Janssen? Oui, parce que non, justement, je n'arrivais pas à rester calme. J'étais en train d'essayer de me concentrer sur une tâche, sur l'ordinateur, et il y avait ce bruit de marteau-piqueur en bas de chez moi. Et en fait, je devais absolument terminer ce travail pour la fin de la matinée. Donc, j'étais déjà très en retard. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai médité, parce que je sais que dans mon expérience, en tout cas, le meilleur moyen de calmer ce mental, et je suis content que vous ayez utilisé le mot mental et pas esprit, parce qu'on confond, à mon avis, souvent les deux, mais ce mental qui s'agite, le meilleur moyen de le calmer, c'est de focaliser l'attention sur ce qui se passe, mais sans s'y accrocher, et progressivement, le mental peut s'apaiser. Et donc, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'ai pu revenir sur mon travail. Donc, il y a un agacement, vous vous arrêtez. Oui. Vous commencez à méditer. Je me dis, reviens. Et méditer, pour moi, c'était déjà revenir dans l'attention de ma respiration. Respirer. Et elle était très agitée, très, très rapide. Et progressivement, elle s'est calmée, et en restant, malgré que j'entendais le bruit du marteau-piqueur, malgré que j'entendais aussi la FM dont parlait Alexandre Jolien, j'entendais ces phrases qui disaient, enfin, pourquoi ils font des travaux, et puis ils ont déjà ouvert 4 fois la rue cette année. Oui, c'est vraiment utile. La rue cette année-là. Et donc, progressivement, tout ça s'est calmé. J'ai pu vraiment me reconcentrer sur ce que j'étais en train de faire, et c'est là que j'ai vécu une expérience pour moi inédite à ce jour, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'entendais le marteau-piqueur, mais j'entendais ce qu'il y avait au-delà de lui, au-delà de ce bruit-là. Et ce qu'il y a au-delà, c'est du silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit. Et ça a été, alors je sais que ça peut paraître un peu illuminé ce que je vais dire, mais ça a été une illumination dans le sens où j'ai dit, mais le silence n'est pas l'absence de bruit. Il peut y avoir du bruit, et en même temps, on peut contacter ce qu'il y a au-delà et ce qui contient tous les bruits, qui est le silence. Alors, qu'entendiez-vous à ce moment-là? Alors, c'est plus qu'entendre. Tous mes sens étaient convoqués. Je le palpais, ce silence, comme une espèce de substance ouatée. Vous voyez, je le sentais dans mon corps, dans une immense détente. Mon corps n'était plus dans l'agitation. Il n'y avait plus de propos qui s'agitaient. Il y avait juste une constatation de « Ah bah oui, un marteau-piqueur, et alors ?» Et puis, il y a toi qui étais énervé, et alors? C'était juste une présence. Et donc, finalement, c'est au-delà des mots. Parce que je pense Mais que ça ne s'est produit qu'une seule fois. Non. Ce qui s'est produit, c'est que ça a été tellement fort
par la suite, j'ai été assez bouleversé, parce que là, je vous en parle avec des mots ordinaires, mais c'est une expérience qui est pour moi extraordinaire. Et du coup, il n'y a pas de mots pour la décrire, parce que se passe au-delà du mental. Je crois vraiment, c'est quand le mental s'apaise au point de s'éteindre un instant. Mais je dis bien un instant, une fraction de seconde sans doute. Sauf que c'est comme pour tout, une fois qu'on a appris à changer les vitesses dans sa voiture, on connaît, même si au départ ça coince un peu, on peut y retourner. Et il se trouve que quelques mois plus tard, enfin presque une année plus tard, j'ai voulu écrire un livre pour parler de cette expérience et y réfléchir aussi. Et je n'y arrivais pas. Parce que mon mental voulait absolument expliquer, convoquer des philosophes et des sages avec des exemples du passé, etc. Et j'étais pris dans trop d'intellect. Et finalement, ça m'a emmené dans une forme de crise, parce que je pense que l'auteur auquel je ne voulais pas m'identifier était quand même très présent, et je me disais, si j'arrive pas à écrire, j'existe pas. Hein. C'est l'ego qui parlait, là, c'est l'ego, c'est le moi, c'est la personnalité. C'est pas négatif, cet ego, mais en même temps, il faut pas qu'il prenne toute la place. Et dans cette expérience un peu douloureuse de la tentative d'écrire, il y a eu un moment où, ça a mis quelques mois, hein, où de nouveau j'ai entendu ce silence. C'est-à-dire j'ai regardé mon inconfort, mon mal-être, et je l'ai regardé de cet endroit qui est au fond de chacun de nous. Maintenant j'en suis intimement convaincu, qui est pure présence, pure conscience, pur silence, pure paix, je dirais même pure acceptation, donc pur amour. Bon. Et maintenant, je connais le chemin pour y aller. Et je l'enseigne. Ouais. Je l'enseigne maintenant parce que c'est simple. C'est une méditation, mais une fois qu'on a dépassé l'apaisement du mental, on peut aller plus profond par l'ouverture du cœur. Et je me permets juste d'ajouter ceci, cette ouverture du cœur n'est pas faite de bons sentiments, même si les bons sentiments l'accompagnent, mais c'est pas se convaincre qu'on aime les gens ou on est c'est physique. C'est physique, c'est tantrique. Et là, j'ai compris ce qu'on m'enseignait par le passé, mais que je n'avais pas vécu aussi profondément, je pense, ou expérimenté si profondément, c'est que le tantra, c'est vraiment cet ensemble de pratiques contemplatives et physiques, qui a donné le yoga, qui a donné le qigong par exemple, et qui est à destinée de comprendre ce qu'est la conscience dans son énergie, et de comprendre l'énergie de la conscience. Ilios Kotsu, est-ce que ça vous parle? Comment est-ce que ça fait écho en vous, résonance en vous, ce que vient de nous expliquer Thierry Janssen? Parce que vous aussi, vous méditez. Je ne vais pas vous demander si régulièrement il y a des marteaux-piqueurs qui viennent vous agacer dans votre rue, mais est-ce que vous l'avez déjà vécu, ce type d'expérience? Est-ce que ce silence intérieur dont parle Thierry Janssen, vous l'avez déjà fréquenté, côtoyé? Alors, est-ce que je dois répondre tout de suite? Moi, j'aimerais bien repasser à ce qu'a dit, à ce que vous avez dit sur les pelotes à dénouer et l'ego dont vous avez parlé. Et on a commencé en disant, oui, Ilios Kotsu, docteur en psychologie, Thierry, psychothérapeute, et je pensais à une histoire de Nasreddin. Et Nasreddin est dans la rue, il rencontre quelqu'un, et il lui dit, mais Mustapha, mais t'as drôlement changé. Avant, t'étais grand, maintenant t'es petit. Et avant, t'avais les cheveux lisses, maintenant t'as les cheveux bouclés. Et t'avais les yeux clairs, ils sont foncés maintenant. Mais Mustapha, et l'autre lui répond, mais je m'appelle pas Mustapha. Quoi? Mais t'as aussi changé de nom. Et donc l'identification qu'on a peut-être à notre titre, à qui on est, même à notre image, et ainsi de suite, fait peut-être partie du problème. Donc voilà, ça me venait ça. Ok, c'est très bien. Crise, Et pour répondre à ma question Et pour répondre à la question du silence intérieur, moi j'ai l'impression justement que le rire et que la légèreté et que le fait de ne pas se prendre trop au sérieux permet d'avoir accès justement de manière très simple à cette forme de présence dont parle Thierry, où tout à coup on peut entendre vraiment le chant de l'oiseau qui est là devant chez nous, tout à coup on peut voir vraiment les mouvements de l'arbre qui est dans le vent, tout à coup on peut voir le sourire de la personne. Mais là vous parlez de phénomènes extérieurs. Ce dont nous parlait Thierry, c'est une expérience intérieure qui se passe à l'intérieur de soi. Mais pour moi, les deux sont vraiment liés. C'est dans ce silence-là, lorsque tout est apaisé, on peut voir la beauté du monde. Pour moi, c'est dans cet espace de présence qu'apparaît toute la beauté du monde, dans sa très grande simplicité. Comme au matin du monde, je crois, dirait François Tcheng. On peut voir le monde qui apparaît à chaque moment, et donc c'est une expérience toute simple, très commune, j'allais dire, et en même temps, comme l'a dit Thierry, tout à fait extraordinaire. Et donc, dans l'apaisement intérieur, peut apparaître la beauté qui est à l'extérieur. Et peut-être même, Thierry va me corriger, que ça va abolir un peu les frontières entre dedans et dehors, quand on est présent. Oui. Un aller-retour, Thierry Janssen. Pour moi, c'est l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, si je mets des mots sur tout ça, la nature de la conscience est silencieuse.
Le mental réfléchit, il analyse, il compare, mais la conscience, elle est juste là, elle est présente au monde et elle constate le monde. Elle ne le juge pas, elle ne le commande pas. Et plus on est dans cette acceptation de ce qu'est le monde, plus on voit le monde tel qu'il est, et comme Ilios dit si bien, alors on entend l'oiseau chanter. Mais on ne dit pas il chante bien ou il chante pas bien, on l'entend chanter. Et on entend la fourmi qui déplace sa feuille. Et le marteau-piqueur dans tout ça. Et ben, le marteau-piqueur, il reste là, mais il n'a plus la même connotation, puisqu'on n'est plus en train de juger sa présence. Donc il n'agace plus. Négative. Il n'agace plus. On constate simplement sa présence. Et ça ne remet plus en jeu, ça ne déstabilise plus cette partie toute profonde de nous qui est conscience, qui est pure conscience. Je pense que c'est le noyau de l'être. Et après, quand, vous savez, certaines personnes pensent que je lis beaucoup, ce qui n'est pas vrai. Mais en même temps, j'ai beaucoup lu de livres de médecine quand je pratiquais la chirurgie, tout ça, mais aujourd'hui, non. Par contre, quand je tombe sur des livres de sages bouddhistes, et je dis, mais c'est de ça qu'ils nous parlent. J'ai du coup relu quelques livres de mystique, parce qu'on m'a dit que c'est une expérience un peu mystique qui donne accès au mystère. Eh bien oui, je pense que c'est de ça qu'ils nous parlent, avec des mots, des métaphores, parce que c'est tellement au-delà de l'ordinaire que c'est difficile d'en parler avec des mots de tous les jours. Vous dites mystique, autre mot que l'on va épingler ensemble, auquel vous tenez d'ailleurs beaucoup, Thierry Janssen, c'est le mot spiritualité. Oui. Un mot qui effraie parfois, qui fait peur, et vous souhaitez le réhabiliter. Ah oui. Bah, commençons par la définition. En quelques mots, simplement, c'est quoi la spiritualité? Je crois que quand on utilise les mots, il faut les préciser ce qu'on y attache, parce que pour les uns et les autres, ils peuvent vouloir dire autre chose. Les images, les représentations qui sont attachées peuvent être différentes. Mais quand je parle de spiritualité, c'est vraiment, et je reprends un propos du Dalai Lama, c'est la science qui permet de comprendre la nature de l'esprit. Cette connaissance, science, connaissance, qui permet de comprendre la nature de l'esprit. Mais pas l'esprit, le mind, pas le mental. Et en français, on dit souvent, quand j'avais écrit mon livre « La solution intérieure », qui était sous-titré vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit, moi je voulais dire vers une nouvelle médecine du corps et du mental, l'influence des pensées, des émotions sur le corps, et vice-versa. Mais mes éditeurs disaient non, parce que les gens ne comprennent pas, on utilise le mot esprit pour parler du mental, ce qui est une erreur. On devrait dire le mind, c'est le mental, et l'esprit, c'est la conscience. Et donc cet éveil de la conscience, c'est le chemin spirituel, ou c'est l'expérience spirituelle. Et je crois qu'il y a plein de moyens d'y accéder. C'est toutes les personnes qui ont connu l'éveil de la conscience, en conscience, eh bien, ont été vraiment tellement loin dans la paix, l'amour, qu'elles ont impressionné les gens de leur époque. Et souvent, autour d'elles, eh bien, il y en a qui ont voulu revivre la même expérience. Et comme ils ne l'avaient pas forcément fait, ils ont mis en place des règles pour y arriver. Ça a donné les religions. Et je fais une claire différence entre la spiritualité et la religion, parce que toutes les religions sont nées d'une spiritualité, d'un éveil, du Bouddha, d'un Jésus, d'un Mahomet. Et puis il y a l'institution et puis il y a l'institution des êtres autour qui veulent vivre la même chose, la même sagesse aussi, parce que cette conscience qui voit ce qui est sage. Mais comme ils n'ont pas vécu ça de l'intérieur, ils essayent de le faire avec leur mental, avec des règles. Et alors des religions peuvent, dans le mental, délirer au point de dire Dieu est amour, mais il dit de pas tuer son prochain, mais si tu me crois pas, je vais devoir te tuer. Ilios Kotsou, vous en faites quoi, vous, du mot spiritualité? Il vous dérange, vous le balayez, vous l'accueillez? Non, il ne me dérange pas du tout. Comme toujours, c'est une question de définition. On peut s'écharper sur une définition, mais si on pense que la spiritualité, comme l'a dit Thierry, c'est un peu, si on voit l'étymologie, la vie de l'esprit, et donc ce serait aussi de manière plus simple, pour ne pas dire la même chose que Thierry, ce serait de se dire que notre bien-être, entre guillemets, ou notre place dans le monde ne dépend pas uniquement d'éléments matériels extérieurs. Donc une société consumériste a du mal à être spirituelle. Par contre, on peut être spirituel tout en ayant les pieds drôlement bien sur terre. C'est juste que, voilà. La spiritualité, c'est la vie intérieure? En tout cas, la spiritualité, c'est le fait d'accueillir aussi la vie intérieure dans sa vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement tourné vers l'extérieur. Mais je crois que n'importe lequel ou laquelle d'entre nous qui a un peu vécu se rend compte de l'importance de la vie intérieure, qu'elle soit... Et qu'est-ce que c'est la vie intérieure? La vie intérieure, je dirais que c'est la vie qui accueille notre être, et puis celui des autres aussi. Donc qui n'est pas seulement la vie du faire, la vie des choses, la vie des objets, mais la vie de l'être. Et donc la vie qui accueille aussi la créativité, la vie qui accueille aussi notre dimension artistique, notre dimension spirituelle, qui accueille la méditation, mais pas que la méditation. Et donc la vie intérieure, c'est cet énorme espace immense, on va dire infini, dans lequel peuvent vivre toutes les dimensions de notre être, mais aussi celle des autres. C'est la vie aussi du récit, c'est la vie des histoires, c'est la vie de tout ça. On dit souvent, Ilios Kotsou, qu'il faut prendre soin de sa vie intérieure.
Ça veut dire quoi prendre soin de sa vie intérieure? Moi, j'aime bien l'image du jardin. J'allais dire, on a tous des sentiments, j'imagine que vous en avez, que les personnes qui sont Ça avec m'arrive, nous ouais. ont parfois des sentiments, ont des idées, ont des mémoires, ont des douleurs, ont des choses parfois joyeuses, d'autres douloureuses, donc qui nous habitent. On a tous vécu ça. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, il y a une forme d'évitement de ça. Tout ce qui est douloureux, on n'en veut pas. Et on est dans une société qui est tellement accélérée. Donc, j'apprends rien de nouveau avec la technologie et puis l'information, la communication, les réseaux sociaux, qu'on ne s'arrête pas bien souvent à ça. Et donc, c'est un petit peu le goût des choses, mais le goût des choses qui ne sont peut-être pas toujours intenses, mais qui sont là à l'intérieur de nous. Et l'idée, c'est de se dire, il y a un jardin intérieur où habitent toutes ces émotions. Est-ce qu'on le connaît déjà? Et est-ce qu'on y va régulièrement? Et si on ne le connaît pas, le problème, c'est que tant que tout va bien, on n'y pense pas, c'est pas intéressant. Mais le jour où on a une grande douleur, on ne connaît plus le terreau du jardin intérieur. Donc, c'est y aller régulièrement. On y va par la poésie, on y va par la méditation, on y va par la prière pour ceux qui prient, on y va par tous ces moyens, on y va parfois par la danse, peu importe au fond. On y va par la lecture, peut-être qu'un livre de François Tchène nous amène dans notre jardin intérieur ou de quelqu'un d'autre au fond. Et puis on s'y dépose et on commence à connaître ce qui s'y passe. Et quand on connaît, quand on prend soin de son terreau intérieur et qu'on y va juste régulièrement, c'est moins compliqué que d'attendre une grande catastrophe qui nous y amène. Moi, j'ai appris souvent par des grandes claques de la vie, je ne le souhaite pas à tout le monde, c'est souvent les gifles, quand je me suis pris des murs, que je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, il faut peut-être la peine de ralentir. Avec l'âge... Les murs nous font parfois avancer, hein, manifestement. Vous le dites également dans vos livres, Thierry Janssen. C'est les murs qui nous permettent de relancer la machine et peut-être d'aller justement dans ce jardin, dans cette vie intérieure. Vous voyez justement, au début de notre conversation, quand vous faisiez référence à cet épisode du marteau-piqueur, et puis je vous ai dit que j'avais essayé d'écrire à propos de sur ce sujet, j'écrivais d'un mauvais endroit, et sans vie intérieure justement. Parce que cette vie intérieure, c'est la vie de la conscience. C'est une vraie présence à tout ce qui est là, en moi et autour de moi. Par exemple, pendant qu'Ilios parlait, qui parlait avec vous de la vie intérieure, je me disais, Thierry, c'est quoi ta vie intérieure ici, maintenant? Ma vie intérieure, c'était de constater qu'il y avait en moi une tension, que j'avais envie d'intervenir, que j'avais envie d'ajouter quelque chose. Et puis je regardais ça, je dis, mais qui en toi? Parce que la vie intérieure, c'est une vie de questionnement. Je me disais, mais qui en toi a envie d'intervenir, qui a envie d'ajouter des choses? C'était le jeu, le moi, l'ego? C'était la personne qui s'appelle Thierry et qui se dit, oui, mais moi aussi j'ai des choses à dire depuis tout petit, hein, et qui veut prendre sa place ou l'occuper. Et alors, je la regardais, je dis, bon, alors on respire, parce qu'il n'y a pas de danger. Tu pourras toujours dire tout ce que tu as envie de dire, et peut-être que c'est pas nécessaire. Et à un moment donné, il y avait tellement d'acceptation de tout ce jeu intérieur, justement, de tous ces paradoxes, de tous ces... Voilà, il n'y a rien de grave là-dedans, mais tout est très important à regarder. Alors, je me disais, mais de toute façon, quand Pascal va se retourner vers toi... J'essaye d'équilibrer le temps de parole. Tu n'auras peut-être plus envie de dire quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, dans la vie intérieure, il n'y a plus rien à dire. Il y a tout à regarder avec un cœur ouvert, donc avec beaucoup d'humour. Parce que quand on constate avec amour, il y a beaucoup d'humour. Mais ça ressemble à de la passivité, alors? Non, ça ressemble à de la vraie présence et à une action consciente. À une action consciente. Pourquoi perdre son énergie à tout le temps réagir automatiquement en fonction de ces conditionnements que nous avons, qui sont souvent le résultat de blessures, comme disait Ilios? Pourquoi ne pas avoir un espace suffisant pour vraiment faire des choix et dire est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose? Et de toute façon, dans l'exemple que je viens de donner, mais ça a déjà été dit. Ça a été dit autrement, mais c'est pas parce que c'est dit autrement que ça ne peut pas éventuellement réveiller chez l'autre une réflexion. Et basta. Bon. C'est ça la vie intérieure pour moi. C'est cette présence, cette conscience et beaucoup d'humour. Ouais. On parle maintenant de Mental FM, un petit peu Ilios Kotsou. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux tout ce qui se passe là-dedans? Alors, faut pas, ça j'en sais pas, je sais pas beaucoup, moi, s'il faut, il faut pas. En tout cas, je peux constater que chez moi, c'est quand je prends extrêmement au sérieux ce qui se passe là-dedans. Il ne faut pas croire tout ce que raconte notre tête, écrivez-vous dans l'un de vos livres. J'ai dit ça, moi. Ouais, je l'ai relu en préparant cet entretien. Je changerais, je dirais, serait-il intéressant de ne pas toujours croire ce qu'on raconte la tête? Je crois que ce serait plus intéressant de dire sous forme de questions que de réponses, mais voyez, je me fais prendre moi-même à mes propres pièges. Et donc, pourquoi? Parce que ma tête, elle se trompe parfois, je sais pas ce qu'il en est des vôtres, mais elle se trompe parfois, et même souvent, et quand elle se trompe, elle me trompe au fond.
je finis par confondre ce que ma tête raconte, qui est parfois intéressant, mais pas toujours, qui est juste une description du monde, des commentaires, avec ce qui m'arrive en vrai. Et donc, je finis par me perdre. Je crois que si ma tête me dit que quelqu'un le fait exprès ou ne m'apprécie pas, je finis par croire que c'est vrai. Je ne vais pas questionner, interroger, voir. Donc, je perds en flexibilité. Et je m'éloigne, en fait, du monde réel. Et quand je parle du monde réel, c'est pas un monde, c'est pas une vérité qu'un grand V, mais le monde tel qu'il est là, en fait. Parce que j'imagine. Et comme disait Mark Twain, et j'aime beaucoup cette citation, j'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. Alors voilà, attendons que le problème soit là, pour se battre s'il faut se battre, pour accepter s'il n'y a rien d'autre à faire. Mais ma tête, elle a déjà tellement imaginé. En général, elle est ou alors en train de regretter le passé, ou alors d'imaginer tous les projets du futur, ou d'anticiper les problèmes du futur. Mais parfois, tout ça m'empêche de simplement être là, tranquillement avec vous. Et avec vous Thierry, êtes où là en ce moment, avec Ilios Kotsou? Ben, pour l'instant, je suis avec vous. Vous y parvenez? Maintenant, oui, mais peut-être que dans 5 minutes, vous imaginez si ma fille était malade, par exemple, j'aurais beaucoup plus de mal à ça, évidemment. Dès que je ne serais pas directement attiré dans l'instant, voilà, mon mental partirait quelque part en se demandant qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il faudra appeler le médecin ou pas. Et en même temps, c'est utile. On a bien besoin de ça, non? Pour pouvoir planifier, se projeter, et ainsi de suite. La question, c'est de ne pas être complètement prisonnier de ça. Comme toujours, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est une forme de flexibilité entre les deux. Sans mental, moi je vois pas comment je vivrais. Vous, Thierry Janssen, vous parlez du bavardage de notre ego. C'est une expression que vous utilisez. On en fait quoi de ce bavardage? On le regarde et on se demande pourquoi il est là. Facile à dire. Facile à dire, Thierry Janssen. C'est pour ça que effectivement, il est dommage quelque part. Enfin, moi, je trouve ça dommage qu'on nous enseigne pas ça dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on nous dise pas, tu sais, il y a une autre façon d'être au monde que de simplement croire ce que tu te racontes. Et ça rejoint ce qu'Ilios disait. Le mental, ça vient de mens mentis en latin, et ça a donné mentiri, le verbe mentir. Le mental ment beaucoup. Et en fait, il ment pour se raconter une histoire qui justifie ses modes de comportement habituels. Et ces modes de comportement habituels, ce sont des réactions automatiques, conditionnées de survie. Et mais donc, qui ne sont pas toujours nécessaires dans le présent. Elles sont souvent en lien avec des vieilles expériences de défense, de réaction. Ouais, et donc, ils sont souvent des névroses, en fait. Et c'est ce que moi j'appelle des névroses, effectivement. Alors, parce que le mot névrose peut aussi être utilisé de différentes manières. Et quand Freud l'a amené, voilà, moi, quand je parle de la névrose, c'est vraiment ce processus de tous ces comportements que nous mettons en place pour survivre, pour nous adapter, mais qui sont souvent contre-productifs parce qu'ils recréent ce que nous cherchions à éviter. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Voilà, je donne toujours le même exemple parce qu'il est, je pense, changé alors pour tous les autres. Mais non, je vais le reprendre. Et je peux en donner un deuxième après, mais parce que celui-là, il est plus facile à vraiment faire sentir. On a tous envie d'être en lien avec les autres. Bien sûr. Même si parfois on dit non, hein, mais au fond de nous, on a envie. Parce que le lien, c'est la vie. Et en fait, ce lien, nous le connaissons depuis notre naissance, depuis le moment où on a eu ce biberon, ou ce sein qui est venu nous remplir. Et on l'a considéré comme, plus tard, parce qu'au moment même, on n'a pas pu juger ça, comme une preuve d'amour, ce lien. Hein. Et une première rupture dans la foulée. Et du coup, une première rupture qui arrive très vite après la naissance. Dès que le cordon est coupé, il y a cet effondrement dans notre estomac parce qu'il y a une hypoglycémie et il y a tout l'être là qui est démuni et qui appelle. On pleure, on a besoin que l'autre vienne. Et dans notre vie, cette peur de perdre le lien va conditionner beaucoup de nos comportements, de recherche de fusion ou au contraire d'hyper-autonomie pour faire croire qu'on n'a pas besoin du lien parce qu'on ne voudrait pas s'exposer au refus de l'autre. Et donc, ça s'appelle une névrose orale. Orale, pourquoi? Parce que ça passe par ce fameux biberon, cette tétée du départ, qui est le premier lien avec le monde extérieur. Et en fait, si on regarde les effets de ce genre de comportement, cette recherche de fusion, on veut s'assurer, tu m'aimes et tu m'aimeras toujours, à un moment donné, l'autre va étouffer. Il ne peut que essayer de prendre de la distance. Et sans nous en rendre compte, nous avons participé à ce que nous redoutions, c'est que l'autre s'éloigne. C'est fascinant. Et c'est comme ça pour toutes sortes de comportements en lien avec nos grandes peurs. Parce que nous sommes, il faut le dire aussi, Ilios Kotsou, des êtres truffés de contradictions. Oui. Puis parce que nous allons aussi tous mourir un jour, toujours trop tôt, et que tout ce qu'on aime partira trop tôt, et qu'il faut bien vivre avec ça. C'est pas si facile. Pour rebondir à ce que disait Thierry, puis je viens en contradiction, mais
Nasreddin, il est devant sa maison, et il tourne autour de sa maison en agitant un bâton au-dessus de sa tête. Et puis les voisins sortent et lui disent « Mais Nasreddin, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et Nasreddin leur répond « Mais je chasse les tigres. » « Mais voyons Nasreddin, tu sais bien qu'il n'y a pas de tigres dans la région. » « Mais évidemment, puisque ça marche ce que je fais. » Et donc ce qu'on appelle les biais cognitifs, aujourd'hui c'est très à la mode, on en parle tout le temps parce qu'on les voit, à l'œuvre dans le complotisme, on oublie que c'est aussi à l'œuvre dans le conformisme. Mais ces biais cognitifs, ils sont souvent utilisés pour aller pointer chez l'autre. Celui qui ne pense pas comme moi, ou le groupe à l'extérieur. Mais au fond, c'est en moi, en tout cas pour moi, que je devrais l'utiliser, aller regarder, parce que je suis, comme tous les humains, une personne commune, pleine de contradictions, et qui, sans s'en rendre compte, va sélectionner l'information qui lui donne déjà raison. Je ne sais pas faire autrement. J'ai été construit comme tous les êtres humains, comme ça. Et donc la question, c'est, dans quelle mesure est-il possible, d'une manière ou d'une autre, de temps en temps, d'avoir ce petit regard, un peu, ce petit choc qui me ramène un peu à regarder le monde comme il est, à sortir un peu de tous ces endroits où je m'empêtre, à sortir un peu de l'ornière et à retrouver un tout petit peu de liberté. Notre ego nous trompe. Alors comment fait-on pour se connaître? Souvent qu'on parle de méditation, de spiritualité, il y a toujours cet apport qui est celui d'une connaissance de soi. Comment fait-on pour se connaître en sachant que Mental FM arrête pas de nous raconter des conneries, si j'ose dire. Thierry Janssen. C'est pour ça que quand j'étudiais le grec à l'école, j'aimais beaucoup Socrate, parce qu'il y a toute cette maïeutique qu'on pourrait avoir avec soi, c'est-à-dire se poser des questions et ne pas se contenter de la première réponse. Personnellement, pendant près de 25 ans, j'ai écrit dans un journal. Aujourd'hui, si je suis tout à fait honnête, je n'écris presque plus dans ce journal, même si je conseille aux élèves, par exemple, de l'école de la, que vous avez appelé l'école de la présence thérapeutique, mais qui a été rebaptisée école de la posture juste. Mais voilà. Là, je préfère le dire, parce que sans ça, les gens ils vont se dire, mais elle est où maintenant cette école? Elle a été rebaptisée après 7 ans d'existence. Et en fait, comment dire, les élèves, je leur dis, si vous pouviez tenir un journal dans lequel, non pas vous raconter votre vie, mais vous vous posez des questions. Qui en moi pense ça? Quelle partie de moi? Est-ce une partie apaisée ou une partie qui a peur? Et si oui, est-ce que dans ce que je me raconte, ou ce que je pense, ou ce que je projette sur le monde extérieur, est-ce que je ne projette pas mes propres peurs? Et dans ce travail, qui est un travail en millefeuille, hein, c'est couche par couche, on descend et finalement tout au bout, on voit qu'il y a un être qui est obligé de constater que oui, il y a plein de peurs en nous, il y a plein de contradictions, plein de paradoxes et plein de projections, et que finalement, la seule réalité à laquelle je peux m'accrocher ou que je peux prendre en vraie considération, mais en considération, c'est ce qui se passe dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Qui pense en moi? Pourquoi je pense comme ça? Qui pense là maintenant, Thierry Janssen? Eh bien, c'est curieux. Il y a deux personnes en même temps. Il y avait moi qui étais en train de vous parler. Je disais, mais oui, c'est bien Thierry, tu peux t'arrêter là, parce que je crois que tu as fait le tour de ce que tu voulais dire. Et la deuxième personne, c'est une personne qui sentait que mes joues étaient rouges et chaudes. Et non, elle sentait qu'elles étaient chaudes, et je me dis, pourvu qu'on ne voit pas qu'elles soient trop rouges. L'apparence. L'apparence. Alors, qui en moi a peur que son apparence soit... Eh bien, c'est clairement le petit garçon que j'étais... qui essayait de trouver sa place en faisant plaisir, en étant toujours lisse et parfait, et qui n'aimait pas qu'on voit ses émotions qu'il avait énormément, parce que j'étais un petit garçon sensible, et comme tous les enfants, je pense, et à qui on disait « tu es trop sensible ». Qui suis-je? Connais-toi toi-même. Comment fait-on pour répondre? Ou comment peut-on faire pour répondre à ces questions, Elios Kotsou? En posant la question, comme ça a été fait sur le fronton du temple de Delphes, comme l'a bien dit Thierry. Alors moi je vois en résumant ce qu'a dit Thierry, trois pistes. La première, c'est le corps. Et donc, comme notre mental tourne tout le temps et qui nous empêche parfois de nous connaître, puisqu'il est tout le temps en train d'inventer des choses, c'est un peu comme le tambour de la machine à laver qui tourne à 4000 tours minute. Il faut sortir de la machine à laver et redevenir la salle de bain. Nous, on est l'entièreté, donc revenir au corps. Le corps, c'est vraiment... Il ne ment pas, il est là, donc c'est revenir au corps directement. Et donc la plupart des pratiques méditatives nous invitent en fait à revenir à nos perceptions directes, mieux connaître. Souffle, exactement. L'attention. Voilà, le souffle qui est ce merveilleux baromètre des états d'âme, et donc revenir au corps, revenir au souffle, une manière de se connaître très concrète en fait. Il n'y a rien de théorique là-dedans, c'est pas psycho-gazeux, c'est très concret. Deuxième, c'est les autres. À la rencontre, il n'y a rien de tel qu'une rencontre pour découvrir nos lumières, mais aussi nos fêlures. Et je pense que la rencontre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Ça me faisait penser à une citation que j'adore d'un Malien, Amadou Hampâté-Bâ, qui disait « Si tu penses comme moi, tu es mon frère ou ma sœur. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois ma sœur ou mon frère, parce que tu m'ouvres à un nouveau monde. » Et donc c'est tellement important, cette fenêtre ouverte par l'autre, en fait, par les liens. Et je vais dire une troisième, il n'y a rien d'original là-dedans, c'est la vie, au fond. C'est le monde, mes expériences tout le temps m'en apprennent sur moi-même, si je veux bien regarder et écouter, dans les belles choses, mais aussi dans les difficultés. Et attention, je ne suis pas un doloriste, je ne pense pas qu'on ait besoin de douleur pour apprendre, c'est juste que moi je ne connais pas le moyen d'échapper aux accidents, aux douleurs, aux difficultés. Et donc elles peuvent être de très bons maîtres. Le mot a été lâché, le mot vie. Vie, parfois écrit avec un V majuscule, Thierry Janssen. Qu'est-ce que c'est la vie avec un V majuscule? Moi, j'écris la vie avec un... En tout cas, ce qui me concerne, j'écris la vie avec un V majuscule quand je parle du processus global de ce qui est, de tout ce qui est, et qui repose sur des interactions, donc des liens. Et par contre, j'utilise la vie avec un... Enfin, j'écris la vie avec un V minuscule quand je parle de l'existence. Mon existence, l'existence de l'autre, dans ce grand tout qu'est la vie. Voilà, c'est une façon de faire la différence à l'écriture, à l'écrit en tout cas. Et souvent d'ailleurs, dans la parole, je préfère parler d'existence. Et quand je parle de la vie, c'est la vie avec ce grand V, le plus souvent. Il me faisait quelque chose de pas très malin, mais je me disais, as-tu un avis sur la vie ou est-ce que tu la vis? Retour à l'humour. Et pour revenir à ça, je me suis dit, la vie, évidemment, parce qu'on peut l'apercevoir en large, mais j'allais dire, la vie, si c'est de manière très simple pour moi, c'est le fait même d'exister, en fait. Voilà, dans cet espace dans lequel on sent notre cœur qui bat, la relation avec les autres. Et j'aime beaucoup Henri Gougaud, qui faisait une distinction avec le monde. Et pour moi, le monde, c'est un endroit très imparfait. Autant la vie, dans ce que disait Thierry, on peut l'accueillir, c'est quelque chose de merveilleux, expérimenter la vie. Autant pour moi, en tout cas personnellement, le monde n'est pas un endroit parfait du tout. Et donc les chemins spirituels qui disent tout est parfait dans le monde, moi j'y accroche pas vraiment, parce que dans nos rues, il y a des femmes et des enfants, et des hommes aussi d'ailleurs qui n'ont pas de toit, il y a énormément d'injustice sociale. Ce monde pour moi, il est rempli d'imperfections, et j'espère qu'il y a, et il y en a heureusement des femmes et des hommes qui luttent. Et le mot lutte, j'utilise à dessein de toute leur force pour rendre ce monde meilleur. Il n'y a pas de contradiction pour moi. On peut lutter pour rendre le monde meilleur et apprécier la vie. Ici, nous sommes bien vivants et apprécier ce goût incroyable du fait d'être vivant. Faut-il d'abord essayer de se rendre meilleur avant de tenter de rendre le monde meilleur? Quel lien faire entre ces deux entités, ces deux étapes? C'est dur de répondre à la question parce que j'avais envie de renvoyer sur ce que Ilios avait dit. Allez-y. Parce que souvent, c'est vrai qu'on entend cette phrase « tout est parfait ». En fait, je pense que les gens qui disent ça, ils essayent de simplement traduire l'idée que tout est ce qui est et que ça ne pouvait pas être autrement parce qu'il y a une loi de cause à effet et que s'il y avait eu d'autres causes, ça aurait été autrement. Et donc, c'est cette acceptation. Je ne pense pas que c'est dans l'idée de perfection, que c'est juste parfait parce que c'est beau. Non, il y a beaucoup de choses pas belles dans ce monde, mais elles n'auraient pas pu être autrement parce que les causes n'étaient pas belles. Et donc, ça vient peut-être, je peux pencher sur la réponse que je peux apporter à, mais est-ce qu'il faut se rendre meilleur? Est-ce qu'il faut... Mais on est bon. Tout au fond, on est bon. Et c'est ça qu'on devrait se rappeler. Mais je pense Vous dites même qu'on est tous identiques au fond de nous-mêmes, tous les êtres humains. Alors c'est très bouddhiste ce propos, mais je ne suis pourtant pas bouddhiste, mais un jour j'ai une belle-sœur qui était très énervée avec moi parce que nous avions un neveu qui était en prison. Elle dit, tu sais, il a un mauvais fond. Et je dis, ah non. Non. Il a un bon fond, mais ce qu'il a mis par-dessus pour survivre n'est pas adéquat. Les couches. Et les couches, cette personnalité qui s'est mal construite, qu'elle a fait comme elle pouvait, je dis, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très adéquate. Mais tout au fond, si tu regardes l'autre en le regardant dans sa bonté, il finira par la trouver. C'est un propos que Carl Rogers tenait, mais tellement important. Et qu'on doit tenir avec soi. Donc plutôt que vouloir se rendre meilleur, je pense qu'il faut se rappeler qu'on est bon au fond de nous. Et de se dire, mais Thierry, pourquoi tu as besoin d'aller dans ces défenses pathétiques, cette névrose, tout ce qui t'éloigne de la justesse. Et parce que cette justesse, c'est ce qui favorise la vie. Et donc, mais tu as cette vie en toi, ne l'oublie jamais. Et ressens-la dans ton corps, comme disait Ilios. Être soi. Être soi face au monde. Question clé, thématique de cette rencontre.
question, Ilios Kotsou, est-ce que ça n'est pas faire preuve d'égoïsme précisément que de vouloir prendre soin de soi, alors que comme vous l'avez dit, on vit dans un monde imparfait, et peut-être très particulièrement dans la période que nous vivons. C'est une très bonne question. Alors, on pourrait se demander qui est soi et qui est le monde. Et alors, si on pense que nous faisons aussi partie du monde, ou alors on pense que le monde est là-bas quelque part et que moi je suis vraiment une personne complètement en dehors du monde, et donc le monde va mal, mais je n'en fais pas partie, ou alors on peut se dire qu'on fait partie du monde. Et donc se connaître et prendre soin de soi, c'est déjà prendre soin de la partie du monde que nous sommes. Un petit début. Nous sommes un élément du monde. Apparemment. Et puis nous sommes un élément de la nature aussi. C'est pas que la nature est nous sommes la nature quelque part. Et puis c'est aussi prendre soin et connaître peut-être la partie du monde qui peut agir sur le reste. Donc si je veux prendre soin d'ailleurs, mais qu'ici c'est complètement détruit, ça va me sembler un peu difficile. Si je suis complètement brûlé, en burn-out, comment vais-je prendre soin de qui que ce soit d'autre? D'ailleurs, je pourrais dire si je suis une mère ou un père, et que le monde est comme un enfant, ne faut-il pas que moi j'ai au moins les moyens, tout simplement, de pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre? Et donc, au-delà d'en faire une grande histoire psychospirituelle, on pourrait se dire de manière très pragmatique, si je ne me connais pas, mon attitude envers le monde risque de ne pas être juste, en fait. Je risque d'être au service d'autre chose que de faire vraiment quelque chose de bien. Et puis, si je vais très mal, je ne suis pas en état de prendre soin du monde. Rien que pour ça, je pense que c'est une très bonne raison de se connaître et prendre soin de soi. Ça serait, au contraire, un geste altruiste. Vous partagez ce point de vue en quelques mots. Mais peut-être qu'il ne faut pas prendre soin de trop du moi, mais prendre soin de ce qui est vraiment soi, tout au fond de nous, de cette vie en nous. Et d'en prendre vraiment soin. Ça veut dire que dès qu'on est dans cette conscience-là, on ne s'alimente plus de la même manière, on ne se comporte plus de la même manière. Quand on est tendu, on apprend à se détendre, parce qu'on sent bien que ça empêche cette vie de pleinement s'épanouir. Je pense que c'est ça, prendre soin de soi dans l'acceptation la plus large ce qui demande d'abord de regarder cet ego, ce moi, mais de voir qu'il y a autre chose derrière. La posture juste, titre de votre dernier ouvrage dans lequel vous parlez beaucoup de mental FM, mais beaucoup, comme l'a évoqué aussi Ilios tout à l'heure, de notre corps, puisque nous sommes des corps, manifestement. Moi, j'étais chirurgien. Voilà, vous en savez quelque chose. Si vous nous voyez, Ilios et moi, que pouvez-vous dire de nos postures? Vous avez sans doute observé au cours de cette rencontre. C'est pas par hasard si j'y viens là maintenant, sur la posture juste, sur la manière d'être. En fait, si je suis dans cet état de conscience que je décrivais là tout à l'heure en parlant de ce qui se passait en moi pendant qu'Ilios parlait, et je sens déjà en moi ce mouvement qui veut se décentrer pour prendre un peu de pouvoir dans ce qui se passe. Ce mouvement, on l'appelle psychopathique dans les termes psychologiques que j'ai repris à Willem Reich, Alexander Lowen. Mais ça change tout le temps. Nous sommes sans arrêt dans ces mouvements. Parce que dans votre livre, il y a toute une galerie de portraits, de traits physiques, avec des personnes qui se comportent de manière différente. Bien sûr, mais nous les avons tous ces traits de caractère. Seulement, ils s'activent à certains moments, dans certaines périodes de la vie, dans certaines dynamiques, en face de certaines personnes. C'est une danse. Et dans cette posture juste, c'est qu'on revient sans cesse à ce qui est paisible en nous, pas ce qui est tendu. Alors, j'ai vu à plein de moments, en moi comme en vous, où j'ai senti, parce que ça se sent même dans le chant. Donnez-nous un exemple sur nos manières de à un moment donné, nous Ilios, comporter. je suis désolé, Ilios, c'est pas du tout mais à un moment donné, puisque j'ai parlé de ce qui se passe chez moi, et que c'est poussé, etc., à un moment donné, Ilios était plus vraiment là. Et d'ailleurs, vous lui avez dit, mais est-ce que vous êtes vraiment là? Et Ilios n'était plus vraiment là. Il était parti dans sa tête et il n'arrivait plus Et alors, il est revenu, c'était magnifique. Je l'ai vu se réancrer, son énergie est descendue et du coup, la parole était beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivante. Et voilà, un tout petit exemple. Je ne sais pas si Ilios l'a senti, mais je pense que vous l'avez senti. Oui, non, je l'ai vu. C'était pas par hasard d'ailleurs que j'ai posé cette question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? C'est pas mal, justement. Si vous dites j'ai fait de mal, vous n'êtes plus dans la conscience. La conscience, elle constate, elle est toujours bienveillante. Elle est là, elle constate, on lui regarde. Qu'avez-vous observé au sujet de mes... Voilà, parce que observer, c'est encore un geste, j'aurais scruté. Okay. Non, moi je constate. Et alors, au plus je suis là, parce que parfois je suis pas là, je suis ailleurs ou trop à l'intérieur, préoccupé par quelque chose. Mais j'ai pu constater qu'à certains moments, eh bien, vous cherchiez comment
Non, c'est pas ça que j'ai constaté. Ouais, J'ai ouais. constaté une tension qui s'installait au moment où nous commencions à parler beaucoup. Et je me dis, tiens, et je la sentais. Et j'ai dit, Thierry, il faut que toi tu réatterrisses ici, parce que tu pourrais parler 20 heures. Moi, on appuie sur le bouton, c'est parti. Il reste Et 5 lui, minutes. lui, il a un timing Ouais, j'ai à un timing. respecter. Et voilà. Donc j'ai senti ces tensions. Donc ces tensions, ce sont aussi des volontés chez vous à ce moment-là d'avoir Ouais. un peu de contrôle sur la situation. Et ça se voit physiquement? Ça se voit, ça se sent. Ça se sent dans le champ énergétique, parce que quand on est vraiment présent, on voit ce qui est dans l'invisible. Quand le cœur est vraiment ouvert, quand cette conscience est vraiment éveillée, on voit l'invisible. Il nous reste quelques Comme minutes. quoi, la relation, c'est utile pour découvrir des choses. C'est entre que tout se QFD, fasse. ça se fait entre nous. Il nous reste quelques minutes à peine, et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble encore sur un élément qui est tout à la fin de votre livre, qui est une sorte d'appel, se réjouir. J'ai Se vu réjouir. ça, se réjouir. Oui. Se réjouir, comment, de qui, de quoi, en quoi est-ce important. On va terminer par là, faire réagir par rapport à ce Oui. souhait. Alors, c'est se réjouir, et je pourrais même dire, et je pense qu'à d'autres endroits dans le livre, j'ai essayé de faire comprendre ça, c'est se laisser envahir par la joie. Se réjouir est encore une volonté de « ok, je vais me réjouir », mais laissons-nous émerveillés par la joie qui est en nous, c'est-à-dire la vie qui est en nous. Pour moi, la joie, une joie sans objet, hein, la joie d'être vivant, c'est cette émotion qui surgit quand on est connecté à la vie, à ce qui est vraiment vivant. Et je prends toujours l'exemple, très souvent l'exemple des enterrements. J'aime beaucoup aller dans les enterrements, je sais que ça peut choquer les gens, mais oui, parce que, d'abord j'y vais souvent parce que j'ai un lien avec la personne qui est décédée, ou les personnes qui font partie de la famille de cette personne, et je constate à chaque fois énormément de vie. Il y a bien sûr la tristesse, et moi-même je peux être dans la tristesse, c'est ma personnalité, elle a un manque, une frustration, cette tristesse peut devenir même colère à certains moments, c'est très relié, colère et tristesse, mais ça fait partie de l'ordre de ma personnalité. Mais dans ces enterrements, je vois aussi de la joie. Et il y a parce qu'on est vivant, parce qu'on se rappelle qu'on est vivant, parce que la mort nous le rappelle et nous rappelle qu'il ne faut pas gâcher cette vie. Alors on revoit ses cousins et on dit on ne s'est plus vu depuis 10 ans, il faut qu'on se revoie. Souvent on se revoit plus. Mais c'est fascinant. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie, qui côtoie la tristesse de la séparation. Et c'est pas antinomique. C'est pas antinomique parce que ça vient pas du même endroit. La joie vient de ce que j'appelle moi le soi avec un grand S, comme le définissait Carl Gustav Jung. Ce soi qui est l'essence de l'être, le noyau de l'être, la conscience. Se réjouir, la joie. Igus Kotsu. Quand nous sommes attentifs, en fait, si on porte attention, évidemment, porter attention aux douleurs de la vie, ça nous amènerait à éprouver de la compassion. Je crois, on en a parlé, hein, du monde qui ne va pas toujours si bien en ce moment pour beaucoup de personnes. Et quand on porte attention à ce qui va bien, en fait, quand notre attention attentionnée va voir tout ce qui va bien, c'est la joie. Et on peut avoir de la joie dans une rencontre, de la joie, une joie merveilleuse pour tous les bienfaits qui touchent les gens qu'on aime, de la joie pour la beauté de la vie, pour tout ce qui est beau, bon, juste. Ultime question. De quoi vous réjouissez-vous ce matin, Thierry Janssen? Eh bien, je vais vous dire, de sentir que je suis vivant, que vous êtes là, qu'on est vivant, qu'on partage quelque chose, qu'il y a sans doute des gens qui seront là aussi, ça me réjouit profondément. Mais après, il y a une petite joie tout à fait personnelle, c'est que je suis dans une période de ma vie, juste maintenant, depuis 2-3 mois, très intérieure. Et que sortir est très compliqué pour moi. Et donc je m'honore, et ça me rend joyeux d'être réussi à sortir ce matin. Parce que dans ce monde quand même un peu violent aujourd'hui, où on est obligé de mettre son nom, de se laver 20 fois les mains, tout ça ne me convient pas. Pour l'instant, pendant toute l'année qui a précédé, j'ai été beaucoup à l'extérieur, j'ai publié ce livre, j'ai donné beaucoup de Facebook, de méditation, etc. Et curieusement, je crois qu'il y a des saisons dans la vie, et il faut écouter justement ces saisons. Je suis dans une saison plus intérieure, plus hivernale peut-être, mais c'est un temps de maturation pour la suite. Et je suis quand même sorti, donc je suis joyeux d'avoir été vraiment là. Et vous, Igus Kotsu? Maintenant, juste là ou Oui, là maintenant, ce matin. Alors moi, je me suis réjoui des questions. Moi, j'adore vos questions qui sont toujours inattendues, et donc cette surprise, elle est très propice à la joie. C'est réjouissant. C'est réjouissant au terme de cette rencontre. C'est réjouissant. Encore une surprise. Et je me réjouis d'avoir partagé ça avec vous, avec Thierry, ce moment de partage, et puis avec les personnes qui nous regarderont, nous écouteront, nous regarderont.
et les rencontres. Voilà la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure, en mettant les noms, les téléphones. J'ai essayé de blaguer un petit peu. Moi, j'aime beaucoup les rencontres et c'est chaque fois une occasion. En arrivant ici. En arrivant ici, de se réjouir. Et ben voilà. Les On y petits arrive. riens du quotidien, en fait. Merci beaucoup, Ilios Kotsou. Merci beaucoup. Merci Pascal. Thierry Chansen d'avoir été avec nous et d'avoir échangé, participé à cette discussion. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Le dernier mot. Non, j'aurais dit, je me réjouis aussi de cet endroit. C'était l'occasion d'être dans un endroit où il y a plein de livres. J'aime beaucoup les livres et donc merci beaucoup Marie et à toute l'équipe de nous avoir emmenés ici. Merci et bonne journée à vous. À bientôt.